Ok, très bien. Donc, allez-y, rentrez. On va commencer. Voilà. Nous allons à présent passer à la première présentation. Par rapport à une intitulé qui s'appelle Outer Wilds, le tutoriel de jeux vidéo comme vecteur de médiation du patrimoine fictionnel, par Noé Vakari. Noé est en début de deuxième année de thèse. Bravo déjà pour passer la première, c'est déjà une grande étape. Sur l'expérience spectatorielle vidéoludique, l'opérativité symbolique des dispositifs de médiation culturelle dans les musées et les salles de concert vidéoludiques. Donc des thématiques de recherche qui sont en plein ancrées dans cette thématique du colloque. Il est à l'Université Lumière Lyon 2 et au laboratoire Helico. Donc je lui passe la parole sans plus tarder. Merci beaucoup. Donc oui, comme ça a pu être indiqué, au vu de mon sujet de thèse, vous n'allez rien comprendre à ma présentation, mais je vais tenter d'être un peu clair quand même. Donc moi, je vais aborder la question de la transmission patrimoniale du point de vue de la phase tutoriel. Le tutoriel de jeux vidéo, c'est un moment spécifique et unique à l'univers vidéoludique, dans lequel il y a beaucoup d'informations qui sont transmises aux joueuses, notamment sur la manière de comprendre et manipuler les dynamiques de jeu, mais aussi la manière de situer le jeu dans l'horizon vidéoludique et surtout de situer l'avatar contrôlé dans un monde donné. C'est sur ce dernier point que je vais m'appesantir à travers mon exemple sur lequel je vais venir tout de suite par la suite. Mais ce à quoi je vais répondre ici, c'est est-ce que les dispositifs vidéoludiques propres à la phase de tutoriel peuvent faciliter la mise en scène d'un patrimoine fictionnel? Et avant d'aller plus loin, je vais quand même mettre quelques rapides définitions pour que vous voyez un peu d'où je viens, parce que moi je viens dans la continuité de Jean d'Avalon, que je ne recommande pas à lire parce que c'est incompréhensible. Du coup, je vais vous faire quelques petites définitions rapides pour que ce soit un peu plus clair. Par médiation culturelle, j'entends donc une mise en récit du patrimoine par des dispositifs opératoires. Par exposition, j'entends le résultat d'un ensemble d'opérations techniques portant sur des choses, de l'espace et des acteurs sociaux. Donc déjà, il y a un peu plus de jeux vidéo ici. Et enfin, par objet patrimonial, qui va donc m'intéresser à travers cette communication, c'est un objet extrait de sa logique d'usage originelle, recontextualisé dans une optique de transmission d'informations. En somme, ce que je vais faire à travers cette communication, c'est de lire la phase tutorielle du jeu Outer Wilds, excusez-moi pour l'accent français, comme une visite de musée. Et donc voilà, j'ai le plan qui est ici. Alors pourquoi Outer Wilds? Parce que c'est un jeu particulièrement propice, il me semble, à la transmission patrimoniale, dans le sens où dans ce jeu, on incarne une exploratrice de l'espace, qui va donc arpenter son système solaire pour comprendre qu'est-ce qui se passe, résoudre des énigmes, et globalement on est un petit peu des spectateurs de l'univers qui se déroule devant nous. Donc dans ce jeu, il y a deux choses qui me paraissent particulièrement importantes. C'est premièrement une culture de l'exploration, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une culture qui va avoir comme base fondamentale l'idée de percer les secrets de l'univers et de récolter donc des informations. Et enfin, un patrimoine scientifique, il va falloir par nous-mêmes, en tant qu'avatar, amasser des nouvelles connaissances qu'il va falloir donc cristalliser. Deux postures qui me semblent paraissent particulièrement propices à une transmission patrimoniale et qui vont être particulièrement exacerbées dans la première heure de jeu, donc dans la séquence tutoriel, et donc je vais réfléchir un peu à comment c'est fait. En somme, je postule que la phase d'introduction met en place des dispositifs uniques, didactiques au sein du jeu qui favorisent la mise en scène du patrimoine. J'ai l'impression que je crachouille un peu, mais je ne sais pas trop si c'est une question de distance. Un peu plus loin, c'est bon, ça marche toujours? Plus près? Là? Ok, parfait. En termes de méthodo, du coup, excusez-moi, je vais donc adopter la méthodo classique de la visite de musée, c'est-à-dire combiner une étude discursive à une étude des négociations et des réceptions faites par les gens qui visitent. Je postule en effet qu'il y a des propositions faites et des réceptions qui en découlent, et qu'au milieu de tout ça, il y a une nébuleuse de négociations qui sont un peu le cœur de ce qui est intéressant dans une visite de musée, et je postule aussi dans un jeu vidéo. Je combine donc une étude sémiodiscursive. Je pars du principe que les jeux vidéo font partie de ces objets ethnosémiotiques complexes, d'après Greimas, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'un ensemble d'éléments sémiotiques mis en dynamique par le fait de jouer. Donc un réseau de dispositifs qui, réunis ensemble, permettent d'en dégager un sens, un tout cohérent, et donc surtout un discours d'intention, des intentions discursives de la part des gens qui ont créé, donc des concepteuristes. Et donc on peut en analyser, à travers l'analyse, en décrypter un petit peu les intentions, et donc
ce qui est attendu des joueuses. Et de là, je vais avoir une étude ethnographique qui répond à la question de comment voir des joueuses jouer. Alors ça, c'est un point épineux. Je serais ravi d'en parler par la suite, même de manière informelle. J'ai choisi de court-circuiter la question en allant directement étudier des vidéos, donc des mises en scène de la part de joueuses. Donc en fait, c'est des diffusions Twitch qui sont remises sur YouTube, donc archivées sur YouTube. Le premier critère, c'est d'avoir une diffusion sur Twitch en premier lieu pour avoir une homogénéité, des discussions avec le chat, mais pas de backseat, donc pas d'explications, véritablement des interactions, et donc pour avoir une découverte de la part des joueuses. Et je voulais avoir des compétences diverses et variées aussi, même si bien sûr il n'y a personne qui est vraiment débutant en jeux vidéo qui se met sur Twitch ou sur YouTube, donc forcément c'est des gens qui ont déjà une affinité particulière avec le jeu vidéo. Et bien sûr il y a un autre point important à dire, c'est que forcément, puisque c'est des gens qui jouent avec un public qui se mettent en scène en train de jouer, il y a une certaine forme d'intermédialité spectatorielle, c'est-à-dire que c'est pas vraiment du jeu, c'est une mise en scène de soi-même en train de jouer, ce qui transforme bien évidemment la manière de jouer, les pratiques, tout ça. C'est un corpus anglophone, donc j'espère que vous parlez anglais. J'ai pas trouvé deux joueuses françaises tout simplement, et je voulais un corpus mixte, donc voilà. Et donc je vais étudier les verbatims en corrélation avec les actions de jeu. Vous allez voir, il va y avoir des petits extraits, c'est assez simple. Et du coup, cette étude des deux versants me permet de voir si mon hypothèse tient la route, c'est-à-dire est-ce que le cadre didactique facilite la transmission d'informations patrimoniales, et parallèlement, est-ce que le cadre patrimonial facilite l'apprentissage dynamique de jeu. Donc bon, plutôt simple. Donc on commence directement par l'idée de situer et impliquer les joueuses. Donc comment est-ce qu'on fait comprendre aux joueuses où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et donc j'ai ce petit extrait qui est assez explicite. Hey buddy, I like your goggles. Hey, it's you. It's me. Donc voilà, le Hit Me, du Hit Me de Mario au Hit You de Undertale, on est vraiment sur un poncif du jeu vidéo, mais qui illustre bien cette idée qu'on a assimilé le fait que l'avatar contrôlé, c'était nous, et que par conséquent, on partageait ses motivations, on partageait sa manière d'être. Dans Outer Wilds, c'est un jeu où il n'y a pas vraiment de négociation avec le rôle qu'on nous donne, parce que directement, le premier personnage qu'on rencontre nous dit « Eh, tu vas aller dans l'espace », et nous, en tant que joueur, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dans l'espace, donc forcément, voilà, on est directement, il y a une concordance assez directe. Cependant, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur le fait que ces informations se passent par des discussions, ou plutôt des simulacres de discussions. En effet, moi je ne pense pas que ce soit vraiment des discussions, je pense que ça fonctionne avant tout comme des panneaux d'exposition qu'on peut trouver dans des musées, c'est-à-dire que c'est des textes qui sont proposés par les concepteuristes et qui vont être amenés à être divulgués par une action de notre part, une action de lecture, une action d'interaction à travers un bouton. C'est pour ça que j'appelle ça des petites formes, c'est-à-dire des dispositifs sémiotiques standardisés qui révèlent des intentions discursives. En effet, on voit le bouton X interagir pour discuter. Directement, en tant que joueur, on a envie d'appuyer sur ce bouton et de se mettre dans une position de comprendre ce qui est dit, d'assimiler les informations qui sont dites. Il y a 70% de ces conversations qui prennent place dans la première heure de jeu, ce qui laisse penser que c'est un dispositif qui a des spécificités médiationnelles particulières. Il y en aura seulement 5 autres du coup dans le reste du jeu, j'ai même fait par planète. Voilà, la planète originelle qui est en bleu galvanise véritablement ces discussions-là, et vraiment à partir de la première heure de jeu jusqu'aux 25-30 suivantes, il y aura plus que 5 discussions globalement dans le tas des joueurs. Alors, c'est à travers ces discussions que les informations se cristallisent concernant les dynamiques du jeu et la facture de l'environnement. Il y a une multitude de questions qui se révèlent de la part des joueuses étudiées après ces discussions, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment jouer le jeu de lire les textes, faire un question-réponse, et par la suite directement s'interroger en disant « Tiens, ce qu'on m'a dit là, c'est un mystère qu'il va falloir résoudre, c'est un endroit où il va falloir que j'aille ». Il y a vraiment cette idée de cristallisation de l'information, comme c'est illustré par cet extrait. On voit bien avec le verbatim que la joueuse va répéter le mot qui est important, va détourner le regard, se concentrer et montrer bien qu'il y a un moment de compréhension que le jeu c'est lui transmettre une information à travers ce dialogue, et donc pendant ce moment-là, on sort du dialogue pendant un moment, on sort de la diégèse et on va essayer d'assimiler les informations. Donc le dialogue n'est pas vu vraiment comme une sorte de jeu de questions-réponses, mais véritablement comme un moment où les joueuses vont aller chercher des informations. On pourrait revenir sur le fait que ça passe par des dynamiques interpersonnelles, mais j'ai pas le temps. Par contre, ce qui me paraît important, c'est qu'il y a une relation de confiance qui s'instaure instantanément à travers ces personnages non joueurs.
Aucune des informations qui sont déclarées ne sont remises en question d'une quelconque manière. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est aussi qu'on retrouve beaucoup dans les musées. C'est Jean Davalon qui avait dit qu'en gros, une visite de musée ne peut pas fonctionner si on ne fait pas confiance à ce qui est écrit sur les cartels, sur les panneaux. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le jeu vidéo en général, d'ailleurs, que quand quelqu'un nous donne une information au début d'un jeu, on va avoir tendance à la prendre comme monnaie comptante. Je ne sais pas si c'est ça l'expression. Bref, il y a aussi l'importance aussi de passer par des personnages non joueurs pour simuler une sorte de fonctionnement social, parce que sinon on se retrouve tout seul face à un ensemble de tableaux, de panneaux d'exposition. Alors ça, il y a eu beaucoup de littérature sur l'aspect social qui est nécessaire au bon fonctionnement d'un musée, donc je ne vais pas non plus revenir plus que ça. Mais globalement, que simuler le social, simuler les interactions, même si elles sont très factices et qu'elles sont vues comme factices par les joueuses, c'est propice à comprendre, parce que finalement on n'est pas juste tout seul face à un ensemble de panneaux qui nous disent plein d'informations, et au bout de 3 panneaux on en a marre et on se déconnecterait. Et du coup voilà, pour finir cette partie-là, si les dialogues permettent un transfert d'informations d'un autre type que les documents écrits, ça permet aussi de situer les joueuses dans un univers, dans une culture donnée, et dans un environnement donné, et que même si l'avatar finalement n'a pas une grande personnalité, même si les joueuses ne sont pas forcément impliquées dans l'avatar, ce que je vais vous montrer directement, car au milieu d'une discussion, j'aurais peut-être dû mettre ça avant, un joueur va dire ça en plein milieu d'une discussion, il est en train de lire le dialogue, et du coup, immédiatement il y a cette réaction par rapport à un dialogue qu'il n'apprécie pas. On va vraiment, et là il y a vraiment une sorte d'aparté, de déconnexion par rapport à l'avatar incarné avec ce We Are qui prend la place du I Am qui était jusque-là, où on essaie de se déconnecter de l'avatar en question. Et pourtant c'est pas forcément néfaste, c'est-à-dire que ne pas partager les motivations internes ou la personnalité de l'avatar contrôlé n'est pas forcément néfaste au transfert d'informations, c'est juste des moments qui peuvent être drôles ou au contraire un peu gênants comme ici c'est le cas. Cependant, un tutoriel, c'est aussi une manière d'apprendre à prendre en main les dispositifs donnés. Et alors là, c'est une sorte de fourmilière parce qu'il y a beaucoup de dispositifs divers et variés qui se mettent en place dans cette introduction. Il y en a presque une quinzaine en fait, qui montrent chacun des dynamiques différentes. J'avais commencé à faire un tableau récapitulatif. Boum, j'enlève directement pour pas que vous le lisiez. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que juste étudier les dispositifs en fonction du verbatim, c'était pas suffisant, qu'il fallait que je me plonge dans les émotions données. Et alors la sociologie de l'émotion, c'est un sacré enfer. Je suis clairement pas outillé pour ça à ce stade-là de mes études, donc j'ai préféré encore une fois passer à côté. Ce que je peux vous dire de manière, encore une fois, de l'étude du musée, c'est que ça fonctionne vraiment comme ces musées scientifiques qui ont une multitude de micro-expositions qui vont chacune vous dévoiler un aspect particulier de l'astrophysique, de la physique, de je sais pas quoi encore, mais qui en fait vont après, à la toute fin, être révélés par un panneau qui va dire en fait tout ce que vous avez vu, ça répond à un seul prisme qui est telle chose. Ça fonctionne un peu dans ce sens-là. Bref, sans les explications, c'est un peu plus compliqué de vous faire comprendre. Donc voilà, je ne vais pas vous parler de ce qui fonctionne bien en termes d'apprendre à prendre en main. Je vais faire un truc très français, c'est de vous parler des moments où ça ne marche pas. Parce qu'en effet, une lecture communicationnelle pure, c'est pas suffisant. Il faut apporter une lecture sociologique pour bien comprendre comment une visite de musée marche. Ça fait 15 ans aussi qu'on nous rabâche sur cette idée-là. Et dans un jeu vidéo, c'est pas forcément différent. En effet, certains symboles qui sont proposés par les concepteuristes vont ne pas être interprétés comme tels par les joueuses selon leur bagage socioculturel. Par exemple, au tout début du jeu, on se retrouve face à un feu de camp dans lequel on peut griller un marshmallow. Et donc moi, évidemment, en tant que Français et à l'instar du corpus anglophone que j'ai soulevé ici, je me suis dit, on part sur une symbolique de la camaraderie estivale, sur le moment de passer un bon moment avec quelqu'un. Sauf qu'il y a un individu de mon corpus qui n'est pas anglophone, ni français, enfin ni occidental, il est russe. Et ça amène à ce moment que je trouve absolument génial. Wait, I'm controlling the marshmallow. I don't know how to roast marshmallow. I'm not an American. We don't have marshmallows here This stabs people. Stabby. I'm not an American. Donc voilà, là on est face à la porosité du dispositif vraiment explicite. D'une part parce que en tant que russe, il ne connaît pas ce côté de griller le marshmallow, donc par conséquent il ne comprend pas ce qu'on attend de lui avec cette idée-là. Ou plutôt il va en discuter après sur le chat en disant oui, parce que j'ai vu beaucoup de films américains, je vois ce qu'on essaie de me transmettre, mais globalement, moi, selon mon héritage socioculturel, ce n'est pas quelque chose qui me parle directement.
Et effectivement, de la part des concepteuristes de musées, c'est un truc qui est important à prendre en considération, c'est qu'un symbole peut être interprété d'une multitude de manières, et que penser que forcément telle chose va être interprétée de telle manière, c'est un peu se mettre dans une impasse, ce qu'illustrait là. Et puis bien sûr, il y a aussi le côté là, que comme c'est un jeu vidéo, on a quelque chose qui peut permettre de stabber les gens, et ben on stabbe les gens, ça c'est plus la pratique vidéoludique. Et l'autre pratique vidéoludique propose une autre forme de négociation qui aussi, me semble, fait très très peur aux concepteuristes de dispositifs muséaux, dans le sens où si on permet aux joueuses de faire preuve d'une certaine agentivité, les joueuses vont l'exploiter, et c'est pour ça que la plupart des dispositifs muséaux sont un peu sur des rails, c'est ce qu'on appelle sur des rails, vraiment du point and click, etc., qui permettent pas vraiment d'aller en dehors des gonds de ce qui est proposé, du cadre formel et strict proposé par les musées. Dans Outer Wilds, on est face à un jeu monde ouvert où on peut faire un peu ce qu'on veut. Et ça amène à ce genre d'événement, par exemple, où juste après une discussion, la même que le signal scope de tout à l'heure, le joueur va faire ceci. Alors là, on est vraiment face à une suspension momentanée de la suspension volontaire de l'incrédulité. J'adore cette phrase. Où vraiment, pendant un bref instant, la diégèse n'existe plus. Il va sortir de la discussion, il va se dire « Ok, là, je suis face à un dispositif vidéoludique, je vais faire du parcours, je vais essayer d'exploiter un peu le dispositif. » Et j'ai l'impression que ça fait vraiment peur quand on regarde les rapports des gens qui créent des dispositifs muséaux institutionnels. Ils ont peur de cette idée-là que forcément ça va sortir les spectateuristes potentiels de l'expérience, de pouvoir faire un peu n'importe quoi, de pouvoir jouer avec les dispositifs, de pouvoir potentiellement taper un tableau, de pouvoir... Enfin, tous ces éléments-là. Et pourtant, dans cet exemple-là, ce que ça montre, c'est que directement après, il va reprendre le fil de sa visite, de sa période de jeu, que ça va le sortir pendant un bref instant, mais que c'est juste momentané. Il va jouer un jeu pendant un bref instant, et puis après, il va se remettre dans ses gonds, il va se remettre dans les bons rails, et que finalement, c'est pas forcément... Il me reste 5 minutes là. Ah. Pas de chance. Bref, la figure du musée, ce qui est le point le plus important ici, c'est que ça me paraît cristalliser les ambitions médiationnelles de cette introduction. Ce qui me paraît intéressant, c'est que le mot musée, en fait, il est indiqué nulle part dans cette introduction, mais il est reconnu comme tel par le dispositif sémiotique que vous pouvez voir en fond. C'est-à-dire qu'il y a des expositions, il y a des cartels, il y a des images. Et il y a un succès, ceci dit, sur PlayStation, mais qui arrivait après. Moi, je ne le savais pas, je l'ai vu que pendant ces recherches-là. Mais globalement, il est reconnu comme tel par les joueuses. Et je le trouve très intéressant, parce qu'en effet, comme Émilie Chouan a pu le montrer, c'est que la mise en récit du patrimoine et le recours à la fiction, loin d'éloigner le visiteur, facilite l'intériorisation sensible des savoirs, et donc l'accès à un passé lointain à jamais révolu. Et ici, c'est un peu vraiment ce vers quoi on se retrouve, c'est-à-dire qu'à travers le musée, on se retrouve face à une mise en scène d'un patrimoine, le patrimoine d'une civilisation qui est disparue, les Nomai, et un patrimoine scientifique, donc comment l'univers fonctionne. Et ça va vraiment être facilité par un ensemble de dispositifs qui vont permettre une posture particulière. En effet, à partir du moment où les joueuses vont rentrer dans le musée, directement leur comportement va changer. Il va y avoir ce moment à l'entrée du musée, à dire quel est l'ordre de visite, par où je dois aller, quel est l'ordre qui m'a été imposé. J'ai un extrait qui le montre bien, ça. Ici, la seule motivation, c'est véritablement de respecter l'ordre instauré par le potentiel commissaire d'exposition de ce musée diégétique. Il n'y a pas véritablement de besoin vidéoludique. Le seul intérêt, c'est de comprendre mieux. Et tout au long de cette visite de musée des 4 joueuses, va y avoir vraiment cette idée d'emprunter au code des véritables musées, des codes de pratique de musée, où on va regarder les tableaux, regarder les dispositifs, regarder les expositions, dans une optique de comprendre. Va y avoir vraiment une posture exacerbée de compréhension, de vouloir comprendre, de discussion avec le chat aussi. Et tout cela est fort intéressant à regarder. Malheureusement, pareil, on peut le voir au fond, là, il y a un dispositif particulier vidéoludique, mais que je ne pourrais pas vous montrer, parce que c'est que des extraits de 1 minute 30. La typologie des objets exposés est aussi intéressante parce qu'on a on a vraiment une moitié-moitié entre des expositions scientifiques et des expositions patrimoniales, et elles vont vraiment passer à être dispersées de manière 1-1-1-1, ce qui vont permettre un ensemble de diversité, d'éclectisme des dispositions, et que globalement, en fait, ça va être les joueuses qui vont devoir elles-mêmes cadencer leur visite de manière à bien comprendre et à bien assimiler les informations. Et ça a amené à plein de moments de respiration où, malgré le fait qu'il y ait des dispositifs qui soient à vraiment 1 mètre diégétique l'un de l'autre, les gens vont prendre le temps et vont faire des petits tours et discuter entre eux, respirer et comprendre les informations. Cependant, c'est toujours mieux quand le musée ne perd jamais de vue son cadre vidéoludique. En effet, après 15 minutes véritables de discussion sur l'astrophysique, sur les dispositifs de vulgarisation qui sont mis en place par ce musée et sur ce qui est donc perdu au change,
voici ce que le joueur nous propose comme moment. Ah non. Ah. Ah, attendez. This thing, I don't think this is explained physically. Oh, there's another experiment here. Wall running. That's what it is for. Wee-hee. Oh, that's fun. Donc voilà, pendant un bref instant, pareil, ou d'un discours de vulgarisation assez poussé, assez profond, il va tout de suite perdre le pied sur cette idée de pédagogie pour directement se mettre à courir sur les murs, parce que parler d'astrophysique c'est bien, le parcours c'est mieux. Et tout du long de ces visites de musée, on va retrouver un peu cette dialectique là entre une posture vraiment très médiationnelle de il faut respecter un petit peu le dispositif musée avec ses codes, ses pratiques, et d'autre part l'idée de on joue à un jeu vidéo. Donc on s'extasie face au dispositif, on s'extasie face aux choses qui bougent toutes seules, et on essaie vraiment de ne pas perdre de vue tout ça. Bref, du coup, je suis allé vite, désolé, mais en conclusion, cette étude montre que l'hypothèse paraissait fondée. Le fait d'apprendre les dynamiques de jeu et de découvrir l'histoire a provoqué une véritable appétence des joueuses d'en savoir plus, de participer sciemment et activement au processus de médiation patrimoniale et scientifique. Et à l'inverse, cette mise en scène du patrimoine a été moteur pour fluidifier, digitiser la phase didacticielle qui est assez longue. Elle dure entre 1 heure et 1 heure et demie selon les joueuses, donc c'est assez conséquent. Et pourtant, il n'y a eu aucun moment des idées d'ennui, de perte de motivation pour comprendre. Un point qui pourrait être noté, c'est que forcément c'est de l'introduction, pardon. Donc les joueuses vont faire ça parce que par la suite elles vont jouer aux jeux vidéo, et par conséquent il y a cette idée de on souffle pendant 1 heure et par la suite on va s'amuser. Mais pourtant cette expérience elle s'autosuffit, ce qui est montré par cette. Don't answer this, but I wonder that we never come back here again, right? Like now's my chance to take all of the notes. Donc voilà, la joueuse ici, elle montre bien que c'est explicite et que c'est bien compris par les joueuses, assimilé par les joueuses, que finalement, cette expérience, elle s'autosuffit, que voilà, ils ont appris plein de choses, et que maintenant, ils vont pouvoir les exploiter de manière autonome, mais que globalement, ça pourrait être vu comme un dispositif autonome en soi, c'est-à-dire qu'on propose ça dans un musée et on voit ce qui se passe en termes de médiation patrimoniale. Et finalement, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est qu'il n'y a pas une incohérence fondamentale entre jouer à un jeu et participer à une transmission de patrimoine, même fictionnel, et que cependant il faut l'intégrer toujours à des dispositifs et des scénarios dans lesquels découvrir ce patrimoine et la dynamique fondamentale et principale, ce qui est le cas tout au long de cette introduction qui est véritablement extraordinaire. Donc voilà, je vous remercie. Micro 2. Ouais, merci. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment riche. Et je vois, peut-être avant de passer aux questions et pour rebondir dès à présent sur plusieurs éléments qui sont assez saillants, je vois 2 intérêts par rapport à ce qui a été présenté, à la fois pour réfléchir à la façon dont on peut quelque part augmenter une expérience muséale, la gamifier. Là, Outer Wild, finalement, nous montre certaines peut-être pistes pour pouvoir penser différemment la médiation muséale, etc., en s'inspirant de peut-être certaines pistes esquissées en termes de game design dans ce jeu. Et également, ce qui m'interrogeait, c'était de voir aussi, on voit l'articulation et les parallèles qui peuvent être faits entre la visite d'un musée et la visite d'un jeu, mais finalement, on voit aussi qu'il y a peut-être des frictions qui peuvent être menées, notamment du fait, par exemple, de l'agentivité, mais aussi parce que dans un jeu, on cherche aussi peut-être à rentrer en friction avec le joueur parfois. C'est pas nécessairement uniquement une médiation qui se veut bienveillante ou qui cherche nécessairement à ne pas perdre le joueur. Un jeu comme Stanley Parable, par exemple, a très bien montré comment on pouvait tromper le joueur. Mais c'est également, finalement, peut-être aussi une des pistes d'Outer Wilds de l'engager dans un didacticiel où on le met en confiance, de façon à ne pas perdre le joueur complètement, mais ensuite de le déstabiliser par rapport à ce qui suit dans le jeu et ses habitudes, et jouer justement avec les premiers apprentissages incorporés. Donc c'est peut-être ces réflexions-là, à la fois comment ce qu'on a dans le jeu vidéo en termes de médiation peut nous servir pour la médiation plus large, mémorielle, muséale, etc., mais aussi quelles sont les disjonctions finalement dues au fait qu'on est face à un jeu et à une expérience ludique. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'on est
si proche que ça à chaque fois d'une transmission comme la médiation muséale, quoi. C'est une question. C'était deux, disons, une question ou une remarque. On peut l'interpréter comme on veut. Mais non, je ne sais pas, est-ce que ça vous augure quelque chose, ce genre de réflexion? Cette question de l'augmentation, de toute façon, on le voit depuis une vingtaine d'années dans les musées scientifiques et d'histoire naturelle, que de toute façon, les jeux vidéo sont de plus en plus prenants dedans. Il y a de plus en plus de mini-dispositifs, de micro-dispositifs qui utilisent vraiment, enfin, qui empruntent aux jeux vidéo concrètement. Moi, j'ai un souvenir quand j'étais tout petit, je devais avoir 5 ans, il y avait déjà un truc où je faisais la vie d'une coccinelle au musée de Dunkerque ou je sais pas quoi. Donc, c'est pas non plus complètement récent. Mais je pense qu'il y en a de plus en plus au musée de Confluence à Lyon, par exemple, d'où je viens, il y en a vraiment une pléthore de partout dans le musée. Donc ça, je pense qu'effectivement, il y a des interactions, il y a des relations. Quant à l'absence de friction, effectivement, c'est une question. Dans un musée, on n'a pas envie, par exemple, de tuer l'avatar. Là où, par exemple, dans Outer Wilds, les 4 joueuses sont mortes au bout de 5 minutes de jeu parce qu'il y a un geyser et tous les 4 se sont dit c'est tout tellement mignon, forcément, il n'y a pas de dégâts de chute et je blingue, recommence le jeu, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est une question, la question des frictions, de la mort, même des puzzles, des énigmes qui peuvent parfois être une sorte de blocage complet, mais qui, dans un jeu comme Outer Wilds, mais là, encore une fois, c'est là où il faut questionner mon corpus, où on a des joueuses qui, non seulement avaient une appétence pour jouer au jeu en tant que tel, et qui ont une expérience du jeu vidéo, donc forcément, on ne peut pas trop tirer de leçons de ça. Je ne sais pas trop dans quelle manière ça pourrait être instauré dans un musée pur et dur. De la même manière, un truc dont je n'ai pas parlé, mais c'est que ce jeu vidéo, il est en 3D, il nécessite 2 joysticks, et ça, on sait que pour certains publics, l'utilisation de 2 joysticks, c'est très compliqué, et ça peut perdre des gens... Donc c'est aussi une friction entre le jeu vidéo et le dispositif muséal qui mâche un peu le travail, qui est censé mâcher le travail, qui peut parfois s'exprimer. Et puis il y a aussi l'idée de jouer avec le répertoire du joueur qu'on a construit pendant le didacticiel pour mieux ensuite le confronter, le surprendre, etc. Merci. Donc est-ce qu'il y a des questions? Pierre? Merci pour l'exposé. Ma question sera relativement simple. Sébastien a parlé d'expérience. Vous avez parlé d'expérience ludique. Moi, je voudrais élargir un petit peu le propos de l'expérience. John Dewey, dans un de ses livres, parle de l'art comme expérience. Je pense que le jeu peut être aussi une expérience nouvelle, différente, inattendue du patrimoine. Et la question porte sur les enjeux patrimoniaux de cette expérience. Expérience qui serait non pas simplement une augmentation, parce qu'augmentation, pour moi, c'est un petit peu, non pas péjoratif, mais c'est pas suffisant, parce que dire qu'on augmente, une fois qu'on a dit qu'on a augmenté, bon, on n'a plus rien à dire. Par contre, bousculer, inviter à partager, inviter à vivre, à revivre une expérience, à faire une expérience inattendue, ça, c'est peut-être quelque chose qui serait de l'ordre du moteur de la patrimonialisation ou le moteur culturel pour aller vers le patrimoine. Voilà, c'était le sens de ma question. Oui, alors merci beaucoup. Cette question de l'inattendu, je la trouve très intéressante parce que justement, j'avais suivi une conférence de Jean Carive, un collègue à l'INA, qui travaille beaucoup justement sur l'idée de comment est-ce qu'on fait semblant numériquement de rentrer dans des archives à travers des dispositifs. Voilà, on met un filtre, on met du grain, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ce côté-là dans l'idée d'inviter, de bousculer, parce qu'on est vraiment sur du in situ digital. Quand on rentre dans un jeu vidéo, on a cette idée de pouvoir bouger, se déplacer. On n'est pas vraiment face à un écran qui serait plat, on est face à un écran qui serait en creux, entre guillemets. Donc effectivement, je trouve que ça c'est intéressant de pouvoir réfléchir aux dispositifs vidéoludiques, pas comme seulement une augmentation, mais effectivement comme une sorte d'idée de comment est-ce qu'on peut l'intégrer à ce dispositif, comment on peut le faire... c'est-à-dire cette... comment dire, le terme interaction, en fait, il me dérange. C'est interaction qui viendrait à l'esprit, mais en fait, il est tellement aujourd'hui galvaudé que c'est un peu compliqué de l'utiliser, parce que tout est interactif de nos jours. Mais en tout cas, oui, il y a des manières d'inviter et de transformer l'expérience, de me proposer un nouveau cadre de l'expérience qui sont diversifiés par le jeu vidéo, ça c'est assez clair. Après, par contre, de la manière dont ça peut se mettre en place, ça, je ne suis pas trop certain. Mais oui, je ne sais pas si je réponds à la question du tout. C'est surtout une histoire d'appropriation. On fait ce que les gens feront. Oui, c'est surtout une histoire d'appropriation. On peut toujours, quand on est game designer, quand on est conservateur de musée, imaginer, tirer des plans sur la comète, faire des scénarios. Mais le vrai mot de la fin, il viendra à l'usager, au visiteur, à celui qui entend parler de la visite et qui aura envie de venir, ou qui va faire une visite parallèle et qui va faire le lien.
Parce que la question du patrimoine dans la transmission, c'est pas tant l'accumulation de connaissances ou la confrontation à la connaissance, c'est un préalable, mais c'est à un moment donné s'approprier les choses, faire partie de l'histoire et se rendre compte qu'on fait partie de l'histoire parce que justement on revisite et qu'on exprime des sentiments, des idées par rapport à ce qui est proposé. Et donc c'est de redonner une vie au musée. J'ai en tête la définition de l'archive par Foucault, alors je vais pas la redonner en entier, mais à un moment donné, dans Archéologie du savoir, Michel Foucault dit « l'archive, c'est surtout pas ce qui meurt sous la poussière ». Enfin, je paraphrase mal, mais c'est quelque chose comme ça. L'archive, c'est ce qui donne vie, ce qui donne envie. Oui, c'est pour ça que tout du long de la présentation, j'ai parlé de favoriser, parce qu'effectivement, tout ce qu'on peut faire, c'est proposer, je me permets de citer Foucault aussi, des événements discursifs, des moments qui peuvent potentiellement il peut se produire potentiellement quelque chose, sans être certain que ça se passe. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est tenter de favoriser, de se dire, tiens, là, il y a un répertoire qui fonctionne bien, par conséquent, on va essayer de l'exprimer, de le mettre en place, et puis après, de toute façon, on verra par l'usage. C'est pour ça qu'il y a toujours un cycle de bêta et de test en premier lieu, avant de savoir si ça marche ou ça marche pas, si c'est interprété comme tel ou pas, etc. Mais oui, il y a le jeu vidéo, en tout cas, paraît favorable à des nouveaux types de propositions. Ouais. Ok, merci. Une autre remarque, question? Oui. Tout d'abord, merci pour votre communication, moi, qui m'intéresse beaucoup, puisque je suis historien de l'art, et en plus, si je m'intéresse aux jeux vidéo, je suis 17e-iste. Et je connais le problème du musée, justement, et de la médiation culturelle, notamment, on pourrait dire, pour des dates, des chronologies difficiles, comme par exemple étudier Nicolas Poussin, Charles Lebrun, et ça, je sais. Parce que ça, j'en parlais à Sébastien, le problème que le jeu vidéo aussi, c'est un point positif, peut permettre d'être justement le médiateur. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, je ne connaissais pas ce jeu. Et en fait, il pose, pour moi, une question absolument fondamentale, et vous l'avez très bien souligné, c'est même, je pense, cette d'interpénétration d'une certaine manière entre maintenant le musée, c'est-à-dire la médiation, et le jeu vidéo, en fait. Je voulais d'abord poser une question, c'est déjà, quelles sont les œuvres? Moi, ça m'intéressait de savoir, comme ça, quelles sont les œuvres? Si c'est des œuvres qui sont connues, pas connues, si vous avez des exemples d'œuvres, par exemple. Et enfin, c'est plus une forme de remarque en guise de question. Votre jeu, il interroge fondamentalement pour moi le rapport à la mimésie, c'est-à-dire le problème de l'avatar en lui-même. Autrement dit, j'ai beaucoup aimé le passage où à un moment on voit la personne en train de marcher sur le mur du musée. Ça rappelle une forme d'iconoclasme qu'on a déjà dans le cinéma des années 90. Je pense au premier film de Batman où déjà le Joker balance de la comme il y a en ce moment, c'est une forme ce qu'on appelle les éco-attentats, je sais pas quoi. Il balance de la peinture sur des grandes œuvres d'art. Et le jeu vidéo pose justement la question aussi qui est importante je pense à Bourdieu dans L'Amour de l'art de 72, le rapport sacralisé à l'œuvre d'art justement. Et quand on voyait le personnage marcher sur le musée, moi ça m'interroge parce qu'à Paris, il n'y a pas longtemps, j'étais dans l'organisation d'une exposition où on avait organisé un truc qui avait fait un peu scandale. C'était, on pouvait faire un jeu vidéo au centre d'un musée. On pouvait jouer aux jeux vidéo dans un musée. Et là, ça clivait, parce que c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient contre ça, en disant que le musée, quelque part, est en train de se vulgariser d'une certaine manière à une forme de population qui, quelque part, n'est pas légitime. Ouais. Donc vous questionnez aussi, je trouve, à travers une très grande problématique actuelle du rapport aussi du musée à l'avatar, en fait. Et moi, je me pose maintenant cette question, est-ce que maintenant, celui qui visite le musée, la personne qui visite le musée, n'est peut-être pas quelque part maintenant une forme d'avatar, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne conçoit pas, parfois pour un certain type de public, j'entends, parce qu'on parle maintenant des publics, comme il y a des joueurs, est-ce que le spectateur n'est pas un avatar quelque part? Voilà, parce que j'étais peut-être un peu long, désolé. Alors pour la question des œuvres connues, dans la diégèse du jeu, oui, elles sont connues par tous les gens, vu que tout le monde il y a une seule civilisation, donc c'est pas très compliqué. Après, c'est la question des œuvres connues en général dans les jeux vidéo. Je pense que c'est plus complexe à mettre en place pour des questions de droit. Je sais que par exemple, il y avait le Tomb Raider de 2003 qui avait mis en place le musée du Louvre avec des sortes de représentations un peu factices, à des enjeux de légitimité plus que d'expérience esthétique véritablement, en disant voilà, on est dans la vraie ville de Paris, donc on a un vrai musée du Louvre. Enfin, le vrai musée du Louvre, c'était genre 3 pièces avec 4 expositions. Mais bon, il faisait ce qu'il pouvait à l'époque. Donc oui, il n'y a pas vraiment, enfin, j'ai pas d'exemple d'œuvres connues qui soient véritablement mises en jeu, enfin dans des vrais jeux. Il y a eu beaucoup de dispositifs dans lesquels on explore les œuvres. Je crois qu'il y a
Prado qui avait fait ça avec Picasso, dans lequel on pouvait rentrer dans une œuvre et comme ça se balader dessus pour avoir les détails. Là, effectivement, directement, j'avais pensé à Poussin aussi en me disant faire ça dans un œuvre de Poussin, ça va être absolument extraordinaire. Pour la question de la mimésis et transgression, effectivement, ça fait un peu partie des fondations de ma thèse. Je trouve effectivement que les dispositifs vidéoludiques artistiques permettent cette idée-là de transformation du rapport à l'espace muséal, le rapport à l'œuvre. J'ai cet exemple du Zoom Garden, je ne sais pas si vous connaissez, parce que c'est très très niche, mais c'est une sorte de musée indépendant dans lequel quelqu'un a créé un musée, il a dit à des artistes indépendants, allez mettre des œuvres dedans, et on a beaucoup qui justement incitent les joueurs et les joueuses à rentrer dans l'œuvre, à aller bousculer les choses, à aller frapper une œuvre d'art, quelque chose qui bouleverse complètement la vision qu'on se fait du musée et de l'œuvre d'art en général, et c'était super intéressant de se dire que le jeu vidéo propose ce genre de choses aussi, où par le fait de rentrer dans une œuvre d'art, tout d'un coup on rentre dans une autre dimension, et qui elle aussi une œuvre d'art, voilà, on a quelque chose de l'ordre de la transgression des codes et des pratiques muséales classiques, mais à fin esthétique. Et pour l'avatar spectateur, par contre, ça, je pense que le débat, ça nous prendrait 1h30 pour aller au bout, donc ça sera un peu compliqué, mais je trouve la question intéressante, donc je serais ravi d'en parler peut-être par la suite. Hein. Bon, la question de la définition de l'avatar, en soi, c'est déjà aussi une sacrée fourmilière. Merci. Peut-être une dernière question, s'il en reste. Moi, j'avais peut-être une petite dernière question aussi, parce que je pensais notamment à nos étudiants du master CDL là, qui va travailler, il me semble, ou qui avait fait une présentation sur le lien entre jeux vidéo et tourisme. Et là, justement, ça m'évoquait ça, la réflexion qu'on s'était faite à ce moment-là, c'est que se dire dans un jeu vidéo, on cherche toujours quelque part à ne pas être complètement étranger au monde que l'on visite, hein, pour pouvoir savoir où on va, comment on va agir, quels sont les codes qui sont attendus de nous, les objectifs. Hein. Très souvent, je fais le parallèle avec la phénoménologie sociale d'Alfred Schutz qui prend la figure de l'étranger qui est complètement perdu quand il va quelque part, hein, ou bien quand nous, on va dans un pays dont on ne maîtrise pas du tout les codes et on se sent complètement désemparé. Et dans les jeux vidéo, il y a quand même cette idée d'éviter cette expérience-là. C'est-à-dire pas complètement perdre le joueur, sinon il peut très vite lâcher la manette, se dire je ne sais pas ce que je dois faire finalement. Et ce qui est intéressant dans cette présentation, c'est que typiquement dans le tutoriel, on est là à la fois pour amener des éléments que le joueur ne connaît pas, mais aussi quand même pour l'accompagner dans des zones de réconfort. Et c'est l'exemple du marshmallow, là, où ça, normalement, c'est la zone de réconfort où on est censé savoir que ce monde-là fonctionne à peu près comme le nôtre, mais pas complètement non plus, hein, notamment sur le plan temporel dans ce jeu. Hein, il y a plein de paradoxes qui peuvent se créer. Et ce que je me demandais, justement, c'est de quelle façon ce jeu, à la fois, nous permet de créer la mémoire d'un monde qu'on ne connaît pas, et qu'on est censé quand même un peu maîtriser, hein, puisqu'on fait partie intégrante de ce monde dans la diégèse, et comment, dans cet exercice d'équilibre, on nous transmet un patrimoine qu'on ne connaît pas, et en même temps, on nous guide dans des éléments beaucoup plus de confort ou de, finalement, familier. Hein. Il y a toujours cet équilibre, je pense, dans un jeu vidéo entre l'expérience de l'étranger et l'expérience de la familiarité. Donc, comment ça se construit finalement dans ce tutoriel ou dans ce jeu qui joue justement sur ce patrimoine inconnu qu'on est censé découvrir ? Eh ben, très bien, ça le fait très très bien. Parce que ça commence par d'abord beaucoup de discussions. Vraiment, les 80 minutes de jeu, on est vraiment face à des individus qui sont donc une altérité comme nous. Et là, il va y avoir des traits d'humour, des anecdotes personnelles. Et vraiment, on va comprendre d'abord la base de la société, la base de qui on est face à cette société. Dans un second temps, on va commencer à utiliser les outils de cette société. Donc de là, on arrive à comprendre implicitement comment c'est fondée cette société. Et avec cette idée que, par exemple, dès le plus jeune âge, les enfants vont avoir tendance à jouer à l'explorateur, qu'on va se rappeler les gens qui sont partis, les grands héros de antan. Et dans un troisième temps, on va vraiment partir de plus en plus vers l'étranger avec ce musée, justement. Ce musée qui va cadrer cette idée vraiment de l'inconnu, où là, ça va plus être des réponses, mais des questions en se disant tiens, il y a tel type d'écriture, il va falloir en voir plus loin, il y a un poisson vivant, on espère qu'il ne soit pas plus gros dans l'espace, malheureusement il l'est. Et plein d'autres éléments comme ça, où en fait on va vraiment y aller crescendo de manière à créer une sorte de familiarité avant de la bouleverser totalement. Et puis une fois qu'on est dans notre navette, après par contre là c'est vraiment l'étranger total. Et c'est pour ça qu'effectivement, vous dites que un jeu ne cherche pas à être étranger, sauf dans certains moments où effectivement ça peut inciter la curiosité ou l'horreur, ce qui sont deux éléments qui sont très présents dans ce jeu. Donc voilà, ça peut des fois justement on va se retrouver hors de nos gonds complètement dans ce jeu, et ça va amener des moments qui sont des expériences plus différentes qu'en tout cas cette introduction, mais qui ne serait pas forcément propice à un musée, je pense. En tout cas. Voilà, du coup on vient un peu sur la première remarque que j'avais faite sur le fait que on joue avec le répertoire du joueur, mais en même temps comme on est dans un jeu,
on peut avoir des différenciations avec l'expérience muséale. Et sur l'expérience du tourisme, enfin peut-être juste pour une piste, est-ce que c'est finalement on est plus dans l'expérience muséale ou qu'est-ce que vous pensez sur le parallèle avec le tourisme finalement? Est-ce qu'on en serait là-dedans aussi ou avant tout dans l'expérience muséale? Je connais vraiment pas assez le tourisme pour pouvoir me prononcer. Pour moi, on est plus dans l'exploration. Là, je trouve qu'il y a vraiment un patrimoine exploratoire plus qu'autre chose, avec vraiment des outils à la Indiana Jones et cette idée de danger, de héroïsme et tout ça. Plus que le tourisme, on va vraiment y aller pour visiter tout ça. Même si dans les faits, dans le déroulement du jeu, on y est vraiment en mode touriste dans cet univers. Mais je pense qu'il y a plus cet imaginaire collectif de l'explorateur qui se révèle dans le jeu. En tout cas, dans les dispositifs discursifs présentés. Ok, ben merci beaucoup en tout cas.